Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Lucie Duval. Donc, je suis de formation juridique et j'ai réalisé ce travail dans le cadre d'un stage à INRAE qui a duré 6 mois sous la direction de Marie Benoît. Donc, en fait, le sujet de ce mémoire, il s'est construit à partir d'une question que Madame Magrini m'a posée au début de mon stage. La restauration collective publique peut-elle contribuer à la transition agroécologique et à la structuration des filières durables et locales? Donc, au fur et à mesure de mes recherches, je suis arrivée à ce sujet que vous voyez ici inscrit, donc achat public responsable en restauration collective et transition agroécologique. Quelle voie de progression? Donc, tout d'abord, de quoi parle-t-on? Parce que les termes de sujet ne relèvent pas de l'évidence, je vous les ai mis donc, sur le diaporama. Donc, l'achat public, les acheteurs publics, ça peut être l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou même des personnes morales de droit privé dans certains cas précis. Donc, il n'existe pas de définition juridique officielle de l'achat public responsable, bien qu'il s'agisse d'un terme qui est très utilisé dans la pratique. Toutefois, la définition qu'on peut retenir, c'est qu'il s'agit d'un achat conçu et structuré de manière à promouvoir des enjeux environnementaux et sociaux contemporains. Par exemple, un achat qui privilégie l'alimentation durable, les circuits courts, le commerce équitable, etc. Ensuite, la restauration collective. Donc en France, elle représente 85% de la restauration hors foyer. Elle comprend respectivement 4 segments: la restauration scolaire, la restauration médico-sociale, la restauration d'entreprise et d'administration, et les autres formes de resto-co, donc comme les centres de vacances, l'armée, les prisons, etc. Alors, pour ce qui est de la transition agroécologique, ce terme était un peu plus délicat à définir, surtout pour moi qui n'ai pas du tout du milieu scientifique de base. Mais mon stage à INRAE m'a permis d'affiner ma compréhension de ce qu'on entend par transition agroécologique. Donc, je vous ai fait un petit résumé. J'ai tenté de résumer ça en quelques lignes sur les diaporamas. Euh, donc c'est une transition. Donc la transition, ça implique donc une agriculture plus respectueuse des hommes et de l'environnement, qui reconnecte la production agricole avec l'alimentation locale à travers des systèmes alimentaires territorialisés, dits SAT. Donc ces systèmes, ils visent la relocalisation de l'alimentation à l'échelle d'un territoire en prenant en compte les enjeux de son développement durable. Par exemple, les projets alimentaires territoriaux qui rassemble les acteurs d'un territoire, donc les collectivités, les producteurs, les entreprises, pour construire une stratégie globale autour de l'alimentation et de ses impacts. Alors, pourquoi ce sujet? Tout d'abord, l'alimentation représente aujourd'hui près d'un quart de l'empreinte carbone des Français. Les pouvoirs publics ont donc un rôle à jouer dans la promotion d'une transition d'une agriculture conventionnelle à un système plus diversifié et d'inspiration agroécologique. Alors, les collectivités territoriales, elles ne disposent pas d'une compétence dédiée à l'alimentation durable. D'ailleurs, le gouvernement considère qu'elles ne sont pas freinées par l'absence de cette compétence. Alors, les communes, elles disposent en effet d'une clause de compétence générale, ce qui veut dire qu'elles peuvent agir sur tous les domaines tant que ça ne relève pas d'une compétence exclusivement attribuée à un autre échelon territorial. Et les départements et les régions peuvent agir dans le domaine alimentaire, cependant sur les compétences qui leur sont exclusivement attribuées par la loi, comme l'urbanisme, l'eau, le foncier et donc la restauration collective. C'est pourquoi les collectivités voient dans les marchés publics de restauration collective un moyen de témoigner de leur engagement vers la durabilité. Par ailleurs, depuis 2018, il y a la loi Egalim qui impose à la restauration collective publique des exigences de qualité d'approvisionnement, donc 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de bio. Donc les agents ne peuvent plus ignorer ces préoccupations et ils doivent en tenir compte dans leurs achats. Alors, il existe de nombreux travaux sur droit de la commande publique et développement durable, mais peu de recherches se concentrent spécifiquement sur la restauration collective et sur la transition agroécologique. Alors, cette rareté, c'est pas le fruit d'un hasard, c'est tout simplement que les règles de la commande publique, elles ne varient pas selon le secteur concerné. C'est-à-dire que les denrées alimentaires se voient appliquer les mêmes règles que les produits industriels ou manufacturés, alors même que, bien sûr, elles sont soumises à des aléas spécifiques comme les conditions climatiques, etc. Donc, donc ce travail, il visait une question bien plus précise et c'était aussi l'occasion de mettre ça en rapport avec la pratique. Alors,
Donc, quels sont les enjeux? Donc, pour leurs achats de denrées alimentaires en restauration collective, les agents doivent respecter le code de la commande publique, qui est un droit assez strict. Donc, au départ, ce droit-là, il n'a pas été pensé pour prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux de notre époque, ni ceux de l'époque non plus. Son premier objectif était de réaliser le marché intérieur européen, ce qui suppose une mise en concurrence effective, puisque, rappelons-le, le marché intérieur est un espace sans frontières au sein duquel est assurée la liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Donc aujourd'hui, la concurrence, elle s'exprime au travers de trois grands principes fondamentaux de la commande publique qui sont consacrés à l'article L3 du Code. Donc l'égalité de traitement des candidats, ce qui veut dire une égalité de conditions dans lesquelles les entreprises présentent leur offre. La liberté d'accès, ça veut dire que toute entreprise doit pouvoir accéder au marché lorsqu'elle remplit les conditions requises. Et la transparence des procédures. Donc en général, c'est respecter la publicité qui est associée, etc. Donc ces principes, ils ont une valeur constitutionnelle et ils visent à répondre aux objectifs d'efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics. De là, plusieurs interrogations se sont rapidement imposées à moi. Premièrement, comment faire un achat public responsable en restauration collective? Deuxièmement, est-ce que cet achat peut contribuer à la transition? Et troisièmement, où cet enjeu se situe-t-il par rapport aux autres objectifs de la commande publique, donc la concurrence? Alors, comment j'ai tenté de répondre à toutes ces interrogations? Alors, j'ai essayé de confronter la théorie et la pratique dans une méthode de recherche d'observation qu'on pourrait qualifier d'empirique. Donc, pour ce faire, j'ai contacté presque 40 personnes et 17 ont accepté l'entretien. Donc, c'est des collectivités territoriales, des cuisines centrales, des sociétés de restauration collective, mais aussi des entreprises qui répondent au marché, donc des producteurs de l'agriculture, qui font de l'agriculture durable. En complément, j'ai aussi assisté à des événements comme le rassemblement de l'Agores à Paris en mai. L'Agores, c'est l'Association nationale des directeurs de la Restoco, et un séminaire sur ce thème qui a été organisé par la commune de Colomiers en juin. J'ai eu aussi l'occasion de me confronter aux pratiques et aux questions des collectivités dans le projet démonstrateur territorial légumineux porté par Toulouse Métropole qui vise à promouvoir la filière légumineuse comme alternative aux protéines animales. Donc pour apprécier les voies de progression permises par un achat public responsable en restauration collective pour la transition, je vais vous présenter mes résultats en deux parties afin que ce soit clair. Donc la première partie de mon mémoire, elle se concentrait sur l'adaptation du droit lui-même et la deuxième partie sur l'adaptation des pratiques d'achat des agents, droit comportement. Alors, que peut-on retenir des résultats de la première partie sur l'adaptation du droit? Donc, tout d'abord, il faut savoir que le droit de la commande publique a progressivement évolué pour intégrer des objectifs de développement durable. Cette évolution, elle a pris un tournant avec la loi Climat et Résilience de 2021, qui a inscrit un alinéa à la suite de l'article 3, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui expose les principes fondamentaux. Donc, cet article L3-1, il dispose que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. La loi, elle prévoit aussi, d'ici 2026, l'obligation d'intégrer ces considérations du critère unique du prix dans le choix de l'offre. Donc, on peut dire que les règles de la concurrence ont été ajustées pour tenir compte des préoccupations environnementales, ce qui montre ainsi une certaine capacité de ce droit à s'adapter tout de même aux circonstances et aux enjeux nouveaux. Donc en France, cette évolution, elle s'accompagnait en restauration collective par des obligations spécifiques pour les achats de fournitures alimentaires. C'est ce que je vous ai dit plus tôt. La loi Egalim, donc, qui impose 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de bio. Toutefois, cette adaptation, elle rencontre certaines limites qui sont inhérentes au droit public économique. Alors, droit public économique, tout ce qui est relation entre personnes publiques et économie. C'est un droit qui repose sur deux piliers, donc le droit de la commande publique et le droit de la concurrence, qui en réalité sont les deux faces d'une même médaille. Le secteur agricole, avec ses spécificités, comme les contraintes pédoclimatiques, il nécessite une régulation particulière des pouvoirs publics pour assurer cette concurrence effective.
Mais cette régulation spécifique, elle peut entrer en conflit avec les exigences concurrentielles de l'Union européenne. En effet, et c'est ce que souligne un fonctionnaire européen, Daniel Bianchi, l'agriculture peut difficilement se plier au libéralisme typique d'une union douanière. Pourtant, et c'est ce que rappelle la Cour de justice de l'Union européenne, le maintien d'une concurrence effective sur les marchés de produits agricoles fait partie des objectifs de la PAC. La rédaction des traités, en fait, elle implique de facto la supériorité hiérarchique de la concurrence sur la PAC. En effet, le droit de la concurrence ne prévoit que des exceptions strictement encadrées pour le secteur agricole. En réalité, la concurrence prédomine largement sur les objectifs de la PAC. Pour prendre un exemple plus concret, plus parlant, alors que la transition, elle suppose une rediversification des territoires et une reconnexion entre production locale et alimentation durable, le droit de la commande publique interdit le localisme. Alors, ça signifie par exemple qu'une commune ne peut pas imposer à ses candidats de proposer de la viande d'origine française. C'est totalement interdit. Ce critère, il est considéré comme discriminatoire et contraire au principe de concurrence. On peut donc dire qu'il s'agit d'une progression imparfaite du droit pour intégrer ces objectifs de développement durable, puisqu'en réalité, ce sont des objectifs secondaires, la commande publique ne faisant que participer à l'atteinte de ces objectifs. Maintenant, que peut-on retenir de la partie 2 sur l'adaptation des pratiques d'achat des agents? Parce que c'est bien si le droit s'adapte, mais il faut que ensuite les agents ça suive derrière. Donc, en l'état du droit actuel, les acheteurs ont quand même de nombreuses opportunités pour soutenir la transition à travers leurs achats de fournitures alimentaires. Ça passe tout d'abord par la démarche d'une politique d'achat responsable afin de répondre aux enjeux propres du secteur de la restauration collective. C'est-à-dire pas une politique d'achat générale, mais vraiment bien une politique d'achat qui est ciblée pour les achats de la restauration collective. Donc, cette démarche, elle permet aux agents de rendre compte d'une stratégie idéale typique qu'ils peuvent ensuite mettre en œuvre. Donc, la mise en pratique et le suivi d'une politique d'achat responsable en restauration collective, elle doit se faire à toutes les étapes du processus d'achat, c'est-à-dire de la définition du besoin jusqu'à l'exécution du contrat. Pour ce faire, les acheteurs ils sont invités à faire un sourcing ou sourçage en français pour mieux connaître l'offre locale, c'est-à-dire aller voir les producteurs du territoire, voir ce qu'ils produisent, dans quel volume, est-ce qu'ils sont disponibles, etc. Vous pouvez faire connaître aussi le besoin à venir, mais aussi à faire un allotissement pertinent et à choisir des critères de sélection, bien sûr, adaptés. Ils peuvent également réfléchir aux avantages que pourraient représenter certaines stratégies d'achat, comme le recours à une centrale d'achat. Donc, en région Occitanie, c'est la plateforme Occitalim, ou de groupement de commandes. Donc, groupement de commandes, quand plusieurs collectivités commandent ensemble pour réduire les frais de procédure. Donc, ainsi, l'adaptation des pratiques d'achat, elle peut vraiment créer un cercle vertueux. L'achat public peut transmettre un signal aux fournisseurs locaux qui développeront peu à peu les compétences et l'offre au regard des besoins exprimés. Si la politique d'achat responsable, elle promeut l'achat de fournitures alimentaires durables, eh bien, les fournisseurs seront incités à développer des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement pour espérer remporter ces marchés. Toutefois, il y a aussi des limites à ce niveau-là. Donc, les agents rencontrent des limites d'ordre opérationnel et économique qui remettent donc cette marge de manœuvre que je viens de vous exposer. Donc, premièrement, le droit de la commande publique, c'est un droit qui reste très complexe et assez exigeant, et ça peut être assez difficile pour certains acheteurs, s'ils ne sont pas formés à ces questions, d'inclure des objectifs de développement durable tout en respectant les principes fondamentaux de la commande publique. En tant que juriste, on n'est pas du tout formé aux enjeux du développement durable, par exemple. Donc, arriver dans un service comme ça et devoir mettre en place tout un processus pour favoriser la transition agroécologique, ça coule pas de source. Donc, il peut effectivement exister un risque de contentieux si les critères environnementaux sont mal formulés et discriminatoires, et il existe un risque de marché infructueux. D'ailleurs, le risque de marché infructueux ne cesse d'augmenter pour le secteur de la restauration collective. Donc, on voit bien qu'il y a un souci. C'est aussi un droit qui est perçu comme complexe et exigeant pour les fournisseurs. C'est pas facile forcément de remplir toutes les démarches administratives pour répondre au marché. Ça peut être assez chronophage, assez compliqué. Il faut aussi tenir compte des difficultés qui sont liées à l'approvisionnement et à la disponibilité des produits. Par exemple, l'approvisionnement en produits locaux et durables
peut nécessiter la gestion de multiples petits fournisseurs et ainsi augmenter la complexité logistique. Donc parfois, c'est plus simple de tout acheter en gros chez un même fournisseur. Donc ces questions logiques ont d'ailleurs été envisagées par un étudiant ingénieur agronome dans le cadre d'un autre stage qui a été réalisé à INRAE en Île-de-France. Ensuite, il y a les réalités économiques. Le coût des produits issus de l'agriculture durable est plus élevé que celui des produits conventionnels. Ce surcoût, il peut poser un problème pour certaines collectivités qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits bio ou labellisés SIPO, comme Label Rouge, HVE, etc. Donc, ça crée un dilemme pour les acheteurs entre, d'un côté, l'impératif budgétaire et de l'autre, l'ambition écologique. Les collectivités, elles sont soumises à des contraintes budgétaires qui sont assez fortes et parfois, mettre du bio à la cantine, c'est pas forcément à la priorité quand il faut, par exemple, refaire une route ou autre. Donc, il ne faut pas oublier que la gestion de ce service représente une charge très importante pour la collectivité, un reste à charge au-dessus de 50% pour presque 69% d'entre elles. Donc, il faut aussi s'interroger sur la capacité des collectivités à attirer ces producteurs durables, puisque ces derniers préfèrent en effet souvent vendre leurs produits dans le secteur privé, qui leur offre de meilleures marges et moins de contraintes administratives. En effet, on ne vend pas au même prix quand on vend au secteur privé et quand on vend à la restauration collective. Pour vous donner un exemple, lors d'un entretien, j'avais un producteur de raviolis bio qui disait que le coût du plateau était entre 1,80 € et 2,20 € et que c'était impossible pour lui d'être rentable en vendant à secteur de la restauration collective. Et que du coup, les prix qui étaient demandés faisaient que c'était systématiquement un fournisseur de Liechtenstein qui gagnait le marché. Donc, la question, c'est comment faire en sorte que la cantine scolaire, elle reste quand même accessible pour les parents d'élèves, tout en rémunérant justement les agriculteurs qui produisent des produits durables. Oui, parce que le service public de restauration collective, s'il veut être qualitatif, il doit aussi être attractif pour ses opérateurs économiques. Donc, ça pose la question de la manière dont nous pourrions adapter les règles de la commande publique pour mieux répondre à cette réalité. Et enfin, une dernière difficulté économique tient au fait que le modèle économique néoclassique, donc qui se base sur le fait que les marchés s'autorégulent, influence fortement les règles européennes en matière de concurrence. Or, ce modèle ne permet pas de prendre en compte les spécificités du secteur agricole, par exemple, le fait qu'il se caractérise par une inélasticité de l'offre et de la demande. On l'a vu en période de crise, par exemple, Covid, beaucoup moins d'offres, mais tout autant de demandes. C'était la panique dans les supermarchés. C'est surtout dans ces moments-là, d'ailleurs, qu'on prend conscience de la nécessité de garantir notre souveraineté alimentaire. Maintenant que je vous ai exposé les principaux résultats de ce travail, que doit-on retenir de ce mémoire? On l'a vu, l'adaptation du droit doit s'accompagner d'une adaptation des pratiques d'achat pour avoir des effets sur la transition agroécologique. Cela implique non seulement une meilleure utilisation du cadre juridique, mais aussi des changements organisationnels, économiques et culturels dans la manière dont les achats sont envisagés et mis en œuvre. Toutefois, il subsiste des limites qui sont exogènes à la bonne volonté des acheteurs. Donc, effectivement, le droit de la commande publique reste dépendant du droit européen de la concurrence, ce qui peut limiter l'action publique en faveur de la transition dans le cadre des achats de fournitures alimentaires. De plus, les opportunités du droit pour une restauration collective de qualité, tout en respectant les diverses contraintes qui s'imposent à ce secteur, peut être très difficile en pratique. C'est pourquoi, à la question initiale, comment responsabiliser l'achat public pour contribuer à la transition agroécologique, se subsiste la question suivante: l'achat public responsable est-il suffisant pour favoriser cette transition? En effet, jusqu'où peut-on aller dans l'introduction de critères environnementaux et sociaux tout en tenant un principe de concurrence? Donc à ce stade, on pourrait tenter à présent de dire que concurrence et transition agroécologique sont difficilement compatibles. Pourtant, de l'adversité naît l'opportunité et la réalité est plus nuancée. Il me semble que la concurrence peut, au contraire, si elle est bien pensée, devenir un levier puissant pour cette transition. L'idée n'est donc pas d'opposer la concurrence à l'agroécologie, mais plutôt de les mettre en dialogue. Pour arriver à ce résultat, il est indispensable d'instaurer une recherche participative, c'est comme ça que le qualifie INRAE, entre tous les acteurs concernés, c'est-à-dire les juristes, les agriculteurs, les économistes, les spécialistes de l'environnement, etc. C'est en créant cet espace de discussion qu'on peut imaginer un droit de la concurrence capable de s'adapter aux défis de la transition agroécologique.
Comme l'a dit justement Didier Truchet, qui est un professeur de droit public, l'État a besoin du marché comme le marché a besoin de l'État. Ils ne doivent ni s'ignorer ni se combattre. Les économistes mettent également en avant les bienfaits de la concurrence dans le secteur agricole. En effet, elle peut inciter les producteurs à gagner en efficacité en abaissant leurs coûts marginaux, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite, en poussant à s'adapter la demande, en les poussant à s'adapter à la demande. Donc voilà, il faut plutôt demander comment repenser le cadre juridique applicable au marché public alimentaire pour permettre une intégration effective des objectifs de développement durable tout en respectant les exigences concurrentielles du droit européen. Donc, je vais terminer cette présentation par les perspectives et les valorisations à venir sur ce travail de recherche. Bon, avant ce stage, je n'avais jamais envisagé de faire de la recherche. C'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Mais en travaillant sur le sujet, je me suis passionnée pour ces enjeux et j'ai maintenant envie de continuer sur une réflexion plus approfondie. Donc, au fil de mes recherches, a émergé l'idée d'une thèse à l'intersection du droit et de l'économie qui se propose de questionner l'ensemble des relations qui unissent les personnes publiques et la concurrence dans le contexte de la transition agroécologique.